Bon. Bonjour, on va aborder un thème que la plupart pensent que c'est l'apanage du cardiologue, alors que c'est faux, parce qu'un patient opéré du cœur n'est pas que l'apanage du cardiologue. En premier lieu, il est l'apanage du médecin de famille ou bien du médecin qui suit le patient. Alors, comme introduction, un patient qui est opéré du cœur, c'est un patient qui va porter une prothèse cardiaque. Alors, ces prothèses cardiaques, elles ont connu une évolution. Alors, là, il y a deux types de prothèses. Il y a les prothèses mécaniques, il y a les prothèses biologiques. Alors, les prothèses mécaniques, comme vous voyez à gauche, donc ce sont des prothèses, il y a une évolution, mais le fait est qu'elles ont un élément immobile, là c'est une cage, là c'est un anneau. Sur cet élément immobile, il y a un élément mobile. Alors l'évolution, elle est surtout hémodynamique, c'est-à-dire on a amélioré les performances hémodynamiques de ces prothèses. Alors les plus anciens, ce sont celles-là, c'est ce qu'on appelle les prothèses de Starr. On n'en voit plus maintenant, mais il y a quand même des patients qui ont eu ces prothèses et qu'on est en train de voir maintenant. Alors c'est constitué d'une cage à l'intérieur de laquelle il y a une bille. Puis le développement vers une prothèse mécanique à ailette. Alors vous voyez l'élément immobile avec là le disque ou bien l'ailette qui est l'élément mobile. Puis l'évolution, c'est les prothèses à double ailette qui ont une meilleure performance hémodynamique pour l'écoulement de sang et un risque moins de constitution de thrombose ou bien de thrombogénicité. Donc, vous voyez maintenant, on est en train de mettre que des prothèses de ce genre-là, ce qu'on appelle des prothèses à double ailette. Puis, vous avez les prothèses biologiques. Alors, ces prothèses biologiques, ce sont des prothèses qui sont fabriquées à partir d'éléments biologiques. La plupart du temps, c'est des prothèses animales, c'est-à-dire des tissus animaux, notamment des prothèses porcines. Alors, également, elles ont un anneau qu'il faut coller, puis vous avez l'élément mobile ou bien ce qu'on appelle les valves, comme vous voyez ici. Alors, le progrès a fait que maintenant, on est en train d'implanter des prothèses sans ouvrir le thorax, sans CEC, par voie percutanée. Alors, c'est ce que vous allez entendre sous le terme de TAVI. Donc, c'est des prothèses comme ça qui sont setées sur un élément qu'on va faire monter à travers l'aorte et les placer au niveau de l'aorte. Donc, pour le moment, ces prothèses, elles ne sont mises qu'en position aortique. On ne peut pas les mettre en position mitrale. Alors, sur le plan physiologique, c'est qu'un jeu de l'élément mobile sur l'effet des variations de pression dans les cavités cardiaques en amont et en aval de la prothèse. Alors, les avantages mécaniques, elles ont certains avantages, mais elles ont certains inconvénients, même que les prothèses biologiques ou bien les bioprothèses. Alors, les valves mécaniques, elles ont certes une longévité plus importante, elles sont intéressantes dans ce sens, mais le risque de thrombose, il est important donc ça nécessite obligatoirement la mise du patient sous un traitement anticoagulant. Alors les complications qui sont liées à ces prothèses, soit ce sont des complications qui sont liées au geste ou bien à la prothèse en elle-même, ou bien ce sont des complications qui sont liées au traitement qu'on doit donner en association de ces prothèses. Alors avant que je commence, alors mettez-vous bien dans la tête que un patient qu'on opère et chez qui on met une prothèse cardiaque, c'est pas un patient qui est guéri. C'est un patient chez lequel on a changé une pathologie qu'on ne peut pas contrôler par une autre pathologie qu'on peut contrôler facilement. Les complications, soit ce sont des complications de l'ordre thromboembolique, soit c'est des embolies systémiques, soit c'est des thromboses mécaniques.
Soit c'est une désinsertion de prothèse, cette désinsertion peut être spontanée ou bien elle peut être secondaire à une localisation infectieuse, notamment une endocardite. Soit c'est des complications infectieuses, c'est-à-dire on peut avoir une médiastinite ou bien une endocardite infectieuse. Soit, comme je vous ai dit, c'est des complications hémorragiques secondaires en traitement anticoagulant qu'on est obligé de mettre. Soit avec les bioprothèses, la dégénérescence de ces bioprothèses après un certain âge ou bien après un certain temps d'évolution. Alors les complications thromboemboliques, ce sont les complications les plus fréquentes de ces prothèses valvulaires. Elles sont beaucoup plus fréquentes avec les prothèses mécaniques qu'avec les prothèses biologiques. Généralement, pour les prothèses biologiques, à partir du 3e, 6e mois, on peut même arrêter l'anticoagulation quand il n'y a pas d'autres indications à cette anticoagulation, notamment une fibrillation auriculaire. Elles sont plus fréquentes les premières années suivant l'intervention et vont persister malheureusement au-delà de ces premières années. L'incidence est plus élevée quand il y a une prothèse en position métrale plutôt qu'une prothèse en position aortique, et cette incidence va dépendre du type de la prothèse qu'on a mis. L'incidence elle est moindre pour les valves à double ailette que pour les modèles les plus anciens, c'est-à-dire à ailette, une seule ailette, ou bien à cage et à bille, notamment la prothèse de Starr. Elles sont bien sûr favorisées par un traitement anticoagulant mal pris ou bien mal surveillé. Ces risques thromboemboliques, ils sont de deux types. Soit ce sont des embolies systémiques, c'est-à-dire c'est un thrombus qui va se former au niveau de la prothèse et qui va migrer et partir dans un organe. Souvent c'est au niveau du cerveau et va donner différentes manifestations ou bien différentes entités cliniques, notamment les accidents ischémiques transitoires ou bien les accidents vasculaires cérébraux constitués avec parfois des séquelles définitives. Plus rarement, on peut avoir d'autres localisations, notamment au niveau du membre. On peut avoir une ischémie du membre supérieur, membre inférieur, un infarctus du myocarde, mais également des infarctus rénaux ou bien spléniques. Alors, dans cette situation, vous avez facilement compris qu'il s'agissait d'une thrombose qui n'était pas obstructive, c'est-à-dire qu'elle ne gênait pas le jeu de l'élément mobile de la prothèse cardiaque. Les thromboses de prothèses mécaniques, ce sont des accidents qui sont graves, ils sont brutaux. Ça peut donner un tableau d'œdème aigu du poumon, parfois des pertes de connaissance avec des syncopes ou un état de choc, parfois même une mort subite rapide ou bien très rapide. Le diagnostic il est difficile parce que va y entendre une modification à l'auscultation. Généralement, ça coïncide avec un traitement anticoagulant qui est insuffisant ou bien qui est mal conduit. Le diagnostic peut se faire en radiocinéma de prothèse qui va montrer une limitation de la mobilité de l'élément mobile, mais surtout ça peut se faire en échocardiographie transthoracique ou bien à l'échographie transœsophagienne qui peut montrer le thrombus, mais également elle peut montrer la diminution de la mobilité de l'élément mobile. Souvent, ça requiert une intervention avec le changement de la valve qui y est. Parfois, quand les conditions ne le permettent pas, c'est-à-dire on ne peut pas réintervenir dans le cas d'urgence, on peut proposer une thrombolyse dans les formes graves, c'est-à-dire quand il y a un risque de mort imminent, mais on ne dispose pas de plateau chirurgical. Quand les dysfonctions de prothèses de moindre gravité, c'est-à-dire qu'il y a une thrombose, mais la dysfonction n'est pas importante, on peut quand même tenter un traitement médical en optimisant le traitement anticoagulant, voire même parfois en associant un antiagrégant plaquettaire. Les autres complications, c'est la désinsertion de prothèses qui peut se voir dans 5% des cas, surtout les premiers mois en post-opératoire. Elle peut être spontanée parce que c'est des fils qui vont lâcher, ou bien elle peut être secondaire à une endocardite infectieuse. Cette désinsertion, elle peut être peu importante, c'est-à-dire le chenal qui est créé, il est peu important, ça peut rester asymptomatique.
elle peut être suspectée quand il y a apparition d'un souffle cardiaque, notamment un souffle diastolique au niveau aortique et un souffle systolique au niveau mitral. Quand elle est plus importante, c'est-à-dire qu'il y a un reflux important du sang, il y a une insuffisance aortique importante ou bien il y a une insuffisance mitrale importante, ça peut se manifester d'une manière hémodynamique qui donne des symptômes d'insuffisance cardiaque ou bien d'une hémolyse de gravité variable. Le diagnostic peut se faire à l'échographie transthoracique et surtout par l'échographie transœsophagienne qui va montrer la fuite paraprothétique et ça va quantifier l'importance de cette fuite. Souvent, quand elle est mal tolérée sur le plan hémodynamique, c'est quand le patient il a des symptômes difficiles à contrôler, des symptômes d'insuffisance cardiaque difficiles à contrôler, ou bien quand il y a une hémolyse avec une anémie qui va se répercuter, là, dans ces situations, l'intervention s'avère nécessaire. L'endocardite infectieuse est un risque majeur quand il y a une prothèse intracardiaque, soit une bioprothèse ou bien une prothèse mécanique. Elle est plus fréquente, plus élevée avec la bioprothèse plutôt qu'avec une prothèse mécanique. Il y a des formes précoces qui surviennent dans les 3 mois. Dans les 3 mois après l'intervention, il y a les formes tardives généralement qui surviennent au-delà du 2e, voire 6e mois pour certains. La précoce, généralement, c'est une contamination péropératoire. Donc le germe, on s'attend à trouver un germe hospitalier, c'est une infection nosocomiale, multirésistant. Le plus souvent, c'est un staphylocoque blanc ou bien c'est un staphylocoque doré. Les endocardites tardives sur prothèse, elles sont plus proches de l'endocardite sur valve native, mais avec des germes, avec une épidémiologie ou bien une bactériologie plutôt proche des endocardites subacutes. Les autres complications, c'est les complications secondaires au traitement anticoagulant. Donc, si on donne un traitement anticoagulant, on va augmenter le risque hémorragique qui, dans l'incidence, va être de 1,2% année patient. Donc, tout type d'hémorragie peut se voir. Les plus graves, ce sont les hémorragies cérébrales. On peut avoir des hémorragies digestives ou bien urologiques, notamment prématurées. Dans un premier lieu, il faut chercher une lésion organique sous-jacente plutôt que se dire que c'est la complication du seul traitement anticoagulant. Parfois, il faut interrompre temporairement ce traitement anticoagulant, donc cette hémorragie allonge le pronostic vital ou bien le pronostic fonctionnel. Quand il y a une grossesse, la problématique est de comment gérer ces antivitamines K avec ces patients qui sont porteurs de prothèses à haut risque de thrombose. La dernière complication, c'est une complication qui est propre aux bioprothèses. C'est quoi cette complication? C'est la détérioration tissulaire des bioprothèses qui survient au fil des années. Cette détérioration va faire que les éléments qui étaient souples au début vont subir des calcifications, ils vont devenir un peu rigides, donc ils vont diminuer de mobilité, mais ils vont être exposés au risque de déchirure. Donc on peut avoir des fuites comme on peut avoir des sténoses. Alors, sur le plan épidémiologique, généralement, disons après une intervention, on a 70% à 80% des bioprothèses qui demeurent fonctionnelles, mais elles ne sont que 40% après 15 ans. Certains facteurs sont des facteurs qui accélèrent cette dégénérescence, notamment l'âge jeune, les grossesses, l'insuffisance rénale. Elles vont accélérer la dégénérescence de cette bioprothèse. Alors, un patient qui est opéré et qui est porteur d'une prothèse, il doit avoir un calendrier de suivi, une fois par mois, puis tous les 3 mois, en surveillant l'état clinique et le traitement anticoagulant. Le cardiologue peut voir ce patient généralement 2e, 3e mois post-opératoire. Il va réaliser l'écho de référence, puis le suivi est pratiqué par le cardiologue chaque 6 mois, 2 ans, ou bien une fois par année. Alors, le porteur de prothèse cardiaque doit être muni premièrement d'une carte qui va porter le nom de la prothèse, le numéro de série, le type de la prothèse et les informations qui sont nécessaires à la prothèse. Il doit porter un carnet de surveillance du traitement anticoagulant en précisant l'INR cible chez ce patient,
Mais également, il doit porter un carnet pour l'antibiophylactie en précisant les modalités pour les dentistes bien à chaque fois qu'il va subir un geste à risque d'endocardite. La surveillance, bien sûr, à les cliniques, surveillant les symptômes, notamment les symptômes d'insuffisance cardiaque et les symptômes infectieux, mais également en essayant de détecter une anémie. Il faut ausculter à la recherche de bruit ou bien de souffle sur la prothèse et bien sûr, il faut éradiquer les foyers infectieux. La surveillance, elle peut être radiologique en fonction de l'orientation, peut être également électrique, mais surtout échocardiographique, c'est-à-dire sur le plan échocardiographique, on réalise une échocardiographie deuxième, troisième mois après l'amendement des phénomènes inflammatoires pour avoir les paramètres de référence de la prothèse. Puis on refait une écho à 6 mois, puis soit chaque 6 mois ou bien une fois par année, c'est largement suffisant. Sur le plan biologique, on va surveiller la comorbidité, mais surtout le suivi du traitement anticoagulant, notamment voir la courbe des INR et le degré d'anticoagulation de ce patient. Et je vous remercie.